On a parlé du passé, là, on a redit encore un peu fort, machin et tout. Mais est-ce qu'on n'est pas dans cette situation à cause d'un vrai problème? C'est quoi le vrai problème? C'est les élections présidentielles de 2017. Non, de 2022, pardon. Et un YouTuber a décidé à faire crowdfunder une série pour en parler en long et en large et faire une très grande analyse. Et vous attendez tous et toute l'analyse qui apparemment par la moitié de nous, parce que c'est nous les grands responsables de cette défaite. Moi, je vous propose le banger. La fabrique de la défaite à la présidentielle. En vrai, t'es pas content que la série soit sortie? Je te jure que non. Peut-être c'est bien, on sait pas, regarde. Moi, je vois que minute 1, il a mis des 2 personnes basées sur l'image. Ah gros, mais lui, mais s'il nous suce pas, il disparaît. Quand je présente ah bah oui. l'idée qu'on peut gagner, je l'explique en me basant sur des chiffres, en disant en 2022, on est passé à seul tête, on rigole. Oh non, mais gros, ça... Oh, 1,2% du second tour, c'est-à-dire à 2 doigts. Mais on a perdu. On a perdu, justement. On a raison, je suis d'accord avec nous. Non, tu vas t'en remettre. Va falloir que tu te rendes à l'évidence que ça y est, on a perdu, ça y est. Ça fait 2 ans. L'épisode 1, c'était à cause de l'effet spoiler. C'est-à-dire qu'en gros, les gens se disaient c'est foutu d'avance. Et il avait pris pour ça le plus gros exemple d'influence du pays national, Dany et Raz. Parce que nous, du coup, on se disait perdu d'avance alors qu'on était en mode tata. Bon, c'était un peu bizarre, mais c'était ça le premier épisode. Demander si c'est pas un exercice d'analyste un peu vain de se demander si une victoire était possible dans une élection qui est déjà passée. Vous vous êtes moqué en live puis vous avez sucé en reprenant le concept d'effet spoiler. Ah, attends, mais je pense que alors, ça c'est un fan de Bad Milk. Déjà il s'appelle Eau Polluée. Non mais attends, je suis persuadé que je pense que dans la commune de Bad Mulch, ils sont persuadés qu'on a repris le concept d'effet spoiler. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'est moqué du concept en disant « Ah bah ça c'est l'effet spoiler », notamment Wissam, qui n'a pas arrêté de se moquer de ce concept de merde. Et je crois qu'ils sont persuadés qu'on a repris le concept premier degré. Ça s'appelle un mème en fait. Je suis fasciné, frère. Alors, ils sont complètement. En fait, c'est les moments dans un bateau où on dit ah, ça c'est l'effet spoiler et qu'on rigole. Oui, c'est ça. Ils ont repris l'analyse. Gros, j'imagine des débats dans des Discord. Regardez, les Awa, après s'être moqués de nous, reprennent ce concept totalement efficient. Moi, je suis d'accord, effet spoiler, c'était génial. Par contre, regarde juste le début de l'épisode, t'as raté la première phrase qui est légendaire. Alors, on pourrait se demander si c'est pas un exercice d'analyste un peu vain de se demander si une victoire était possible dans une élection qui est déjà passée. Bah... c'est trop drôle. C'est vraiment ce pote du collège qui s'est pris un râteau au CM2 par une meuf. Oh, regarde-lui, le singe, frère. Attends. Wow. Attends. Oh, attendez. Frère, c'est magnifique. Wow. Attendez. C'est lui. Attendez. Non. Oui. Je crois qu'on va en avoir besoin. Non, frère, c'est sublime. Hein. Oh, ça va être la vignette VOD, ça. C'est trop bon. En fait, on peut plus réact sans le singe maintenant. Oui, le singe est trop utile. Vous voyez, c'est ça un mème, du coup. Je vous explique. Voilà, le singe, vous voyez, c'est ça qui est drôle. Et en vrai, la question « est-ce qu'on peut gagner ?» est une question centrale qu'un bord politique doit se poser pour être lucide sur ses chances et sur la situation du pays. Pour beaucoup de gens censés être du côté du peuple, cette question n'a pas été réfléchie sérieusement en 2022. Et ça a joué dans la défaite du peuple. Déjà, est-ce qu'il y avait réellement une chance de gagner ou non? Mais oui, il y avait une chance de gagner, mais on n'a pas gagné. Oh, bah oui. Oh gros, on dirait vraiment les gens qui refont les matchs de foot. Oh, non, mais en vrai, c'est vraiment le plus... Si au pénalty. Si au pénalty. S'il avait marqué, on aurait gagné. Bah oui, frère, évidemment. Oui. L'Argentine ne méritait pas cette Coupe du Monde. En 2022, s'il avait accédé au second tour... J'adore, avec l'image, gros, c'est... Mélenchon aurait pu gagner face à Macron. C'est pas moi qui le dis. Ce sont juste les chiffres. Mais non, mais... Dans les... mais attends, non, mais
Mais gros, mais genre, je ne comprends. En fait, il y a des gens. Non, mais après, là, pour le défendre, il y a des gens qui sont en mode de toute façon, on n'aurait jamais gagné au second tour. On n'aurait jamais gagné au second tour. Mais la vérité, c'est que il y avait des chances de gagner, comme il y a des chances qu'on perde. En fait, la vérité de la politique, c'est que rien n'est joué d'avance. T'es toujours à 2 doigts de la défaite comme à 2 doigts de la victoire. Regarde les législatives. Qui aurait parié sur ce résultat des législatives ? À un moment donné, dur, hein. Personne n'avait prévu ça. Vraiment, personne ne s'attendait à ce truc hyper équilibré. Genre, à part le génie de Twitter, là, qui avait bien Oui, il y avait un génie de Twitter qui avait pensé. Et c'est bien pour ça que se battre jusqu'au bout et y aller le couteau entre les dents à chaque élection, ça vaut le coup. C'est évident. Mais la pensée magique de faire croire qu'en prouvant qu'on pourrait gagner, c'est ce qui va faire que les gens vont se motiver. Non mais ce concept est complètement débile. Après, on pourrait gagner. J'espère qu'on va gagner en 2027. Bah oui, on pourrait gagner, mais mais une fois que t'as dit ça, il faut y croire. Non mais gros, non mais en fait, une fois que t'as dit ça, t'as rien dit. C'est genre, c'est la politique, c'est aussi un exercice de foi. Genre, c'est parce que tu y crois et que tu veux que ça advienne, que tu motives les autres et que structurellement, tu peux devenir suffisamment puissant pour gagner, évidemment. Tu vois, non mais moi, l'intention, encore une fois, je me moque pas forcément de l'intention. C'est juste que ça paraît un peu hors sujet. C'est ça qui est drôle. Les sondages qui te donnent perdant ont un effet sur le vote. Oui, bien sûr. Oui, non mais on va discuter de tout. Ce que vous voyez là, c'est un scénario de report de voix possible dans l'hypothétique second tour Mélenchon-Macron qui en aurait résulté. Bien sûr, une telle issue du second tour, ce n'est qu'un des scénarios possibles. Mais en étudiant de près comment les voix se reportent d'habitude entre les différents blocs politiques, on se rend compte que ce n'est pas vraiment un scénario irréaliste. Un tel scénario ne se serait pas produit sans une bonne mobilisation des abstentionnistes du premier tour. Ici, par exemple, il faut 13% de ces abstentionnistes qui se bougent pour décrocher une victoire face à Macron. 13% des abstentionnistes, c'est plutôt réaliste. C'est faisable en vrai. Ça arrive d'avoir 30 sondages d'affilée qui donnent la gauche perdante, d'avoir tout le monde qui dit que l'extrême droite sera le numéro 1 et gouvernera, et que la gauche finisse en tête. Bardella va gagner ses élections législatives, c'est une certude. Je serais pas si confiant. Non mais... Attends, il est en train de démontrer un extrait de Cro-Blanc dessus et qui en tape là pour montrer son poids. En fait, et regardez, j'ai eu raison face à Cro-Blanc. Les 2 semaines séparant le premier et le second tour, c'est le moment où les Français s'intéressent le plus à la politique, avec un pic au moment du traditionnel débat d'entre-deux tours. Le débat Mélenchon-Zemmour pendant cette campagne avait déjà fait des records. Par exemple, par exemple ça. Genre, j'ai l'impression qu'on va encore se faire attaquer dans cette vidéo, mais ça a été notre take pendant toutes les élections. C'était la théorie de Mélenchon Kuroko no basket. Second tour, il va être dans la zone, il va gagner les élections. Et attends, à quoi on précisait que un débat Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Macron serait probablement favorable à Mélenchon parce qu'il est en général très bon, même s'il peut chier dessus, attention, hein. Il est en général très bon dans l'exercice du débat, mais on disait qu'il est même possible que Macron, qui refusait déjà les débats de premier tour parce qu'il sait que, tu sais, ni Marine Le Pen ni Macron n'allaient en débat parce qu'ils étaient en mode ça sert à rien, on est suffisamment haut dans les sondages, ça, on va pas aller jouer notre crédibilité dans les débats. Donc en plus, il est même possible d'imaginer que s'il se retrouvait face à Mélenchon, Macron, il irait même pas. Ça, c'est un truc qu'on disait. Mais après évidemment, c'est un truc souhaitable. Et moi, je suis persuadé que ça aura un effet positif pour nous, quoi. Le problème de ça, c'est que on en revient à ce débat-là. S'il avait refusé le débat, c'était CSC aussi. À refuser un débat au second tour, ça peut avoir un effet CSC, oui. Je trouve que ça serait. Après, il a bien refusé après, Macron, après Macron, il fait. Non, mais premier tour, c'est pas pareil quand t'es déjà président, que tu refuses et tout. Genre, c'est pas pareil que le 1v1, qui est la tradition quand même. Après, Macron est tellement étonnant, frère, que ça se trouve, il le ferait et je serais en mode il a fait des tas de trucs qu'on devrait pas faire dans la gouvernement. La tradition républicaine, ils s'en bat les couilles. C'est ça. 4 millions de téléspectateurs. Mais un débat Mélenchon-Macron, c'est encore autre chose. Ça aurait permis à 15 millions de Françaises et de Français d'entendre le bilan de Macron se faire dézinguer et d'entendre une vraie alternative dans leur intérêt et dans l'intérêt général être défendue. Augmenter leur salaire, remettre leur retraite à 60 ans et revitaliser leur service public. Tout ça aurait beaucoup joué sur ces reports et aurait permis de mobiliser ces 13% d'abstentionnistes manquants. Pourquoi ? Parce qu'au second tour, énormément de gens restent indécis jusqu'au dernier moment.
En 2017, selon un sondage, il est vraiment parfaitement placé. Autour de 35% des gens se décident dans la dernière semaine. 15% fixent leur choix carrément le dimanche même de l'élection. Donc il y a une grosse variabilité du résultat. Déduire des sondages que la gauche aurait forcément perdu au second tour est tout simplement faux. Qu'un seul singe. Mais même en cas de défaite face à Macron, la simple... Moi je fais ma texte sur la vidéo. Il va prendre toi en mode Doom, en mode de toute façon Mélenchon aurait pas gagné. Un extrait de 4 secondes coupé où il va pas mettre moi qui dit mais s'il aurait pu gagner et toi qui dis oui je sais t'as raison c'est juste que j'y crois pas. Et il va dire que du coup on dit qu'il aurait jamais gagné. J'espère qu'il va prendre un moment où toi t'as Doom du coup. Comme ça c'est encore plus drôle. Parce que tous les deux on a dit il va gagner, il va pas gagner, on a eu tous les avis de toute façon. Bah oui, ça s'appelle les émotions. Être présent au second tour, ça crée une grosse hype pendant 2 semaines chez ses électeurs qui les motive à se mobiliser derrière. Donc même si c'était pas passé au présidentiel, aux législatives juste derrière, ça aurait favorisé l'obtention d'un gouvernement de gauche dès 2022, grâce à l'alliance NUPES et à la vague post-présidentielle. Juste en étant au second tour, la gauche apparaît beaucoup plus comme l'alternative à Macron. D'ici les prochaines élections, des millions d'électeurs se demanderaient est-ce que ça aurait... Ouais gros, mais c'est le truc, c'est que si Lucie du CM2, il n'y avait pas eu Dylan, elle n'était pas sortie avec Dylan, bah j'aurais été heureux pendant mon collège, j'aurais eu des meilleures notes au collège. Du coup, après, j'aurais fait prépa scientifique. Prépa scientifique, j'aurais réussi parce que Lucie du CM2, bah, c'était l'amour de ma vie. Donc forcément, là, ça se passerait vraiment bien pour moi. Je pense que je serais devenu ingénieur et je gagnerais 5 000 € par mois et je pourrais faire des vidéos sur la gauce. Ce que je trouve complètement con, par exemple, sur sa réflexion de Mélenchon au second tour, même s'il perd, derrière le NFP aurait eu une plus grosse dynamique. Mais du coup, pourquoi il n'envisage pas la timeline de Mélenchon au second tour? Est-ce qu'il y aurait eu le NFP, par exemple? En fait, voilà, le problème de la politique fiction... Non, mais le problème de la politique fiction comme ça, c'est que les paramètres sont tellement complexes, changent tellement tous les jours, que t'as du mal à cogiter le truc, tu vois. Genre pareil, là, il y a la dissolution. Le fait que ça soit une dissolution, ça fait que les résultats des législatives sont singuliers par le timing de la dissolution. Il y a plein de raisons qui font que ça s'est passé comme ça. Si Mélenchon était au second tour, qu'il avait perdu, il y a un monde où ça aurait créé une dynamique à gauche et les gens auraient été déçus et il y aurait eu plein de sièges, peut-être que pour la FI, parce que ça aurait été Mélenchon et peut-être que la FI aurait pas eu besoin de ça, il n'y aurait pas eu le NFP, ou peut-être qu'il y aurait eu le NFP, mais que les gens auraient été tellement déçus d'avoir perdu en second tour qu'il y aurait eu une grosse démobilisation. Justement, les 13% d'abstentionnistes qui sont allés, est-ce qu'ils seraient retournés en fait, genre, moi je suis pas contre ce qu'il dit, le fait que la gauche on peut gagner, qu'il faut se battre pour gagner, moi je suis d'accord avec ça. En fait, le problème de ça, c'est que si tu donnes des exemples de la preuve de timeline où la gauche peut gagner, moi je suis d'accord, mais il y a aussi des timelines où la gauche perd. Du coup, une fois que tu as dit ça, je ne comprends, tu vois, genre après ça peut permettre de se donner des idées pour ce qu'il faudra faire pour la suite. En fait, je vois pas l'intérêt de l'exercice. Je le trouve un peu... Il y a un intérêt, mais il est tellement limité. Perdre au second tour ne démobilise pas. Hein. Mais perdre au second tour ne démobilise pas source. Gagner les élections présidentielles font mettre mécaniquement en tête pour les élections législatives derrière. Ça a été vrai pendant très longtemps. Ça l'est de moins en moins. En fait, vous réfléchissez à la politique de manière étrange. Faut que je clarifie un truc d'entrée de jeu d'ailleurs. Être défaitiste, c'est différent d'avoir juste de l'angoisse par rapport au futur. On le comprend bien avec un exemple, ça. Imaginez que c'est le jour de l'examen d'entrée dans votre école favorite que vous avez rêvé de faire depuis votre enfance. Y aller en sachant que vous pouvez rater l'examen et être refusé, c'est très différent que d'y aller défaitiste. Vous pouvez angoisser... L'exemple de Bourges. Ouais, mais j'ai pas pu y aller parce que Lucie du CM2 a pas voulu de moi. La possibilité de l'échec, tout en gardant en tête que le succès est possible aussi, et tout donner pendant l'examen. Le défaitisme, c'est se dire de toute façon, j'y arriverai pas. C'est vraiment pas la même idée. Dans tout le reste de la vidéo, je vais critiquer seulement le défaitisme. Le terme dooming est à la mode pour dire ça. Ça veut juste dire défaitisme, c'est pareil. Non, bah non. Ah non. Ah, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Du coup, non. Du coup, ça y est, la vidéo, à 4 minutes 40, la vidéo ne marche plus parce que c'est pas la même chose. Je vous explique pourquoi il fait ça. C'est parce que nous, on parle beaucoup du dooming sur cette chaîne, qui est un truc très large, c'est pas que sur la politique. Et je pense qu'il associe dooming public de Dany Raz. Dany Raz sont défaitistes. Donc, le terme, je le bannis et j'en fais un synonyme. Sauf que le dooming, c'est pour parler d'une génération qui serait les doomers. Mais en fait, d'ailleurs, c'est un peu un mème, hein, c'est pas un truc hyper accurate. Oui, mais c'est pour dire qu'en gros, notre génération, elle doom, notamment parce qu'elle a des angoisses vis-à-vis de l'avenir du monde. Le dooming, c'est ce qu'il a mis en opposition, ce que je trouve deep. Alors moi, je confonds pas défaitisme et angoisse envers le futur. Et il dit le dooming, c'est le défaitisme, alors que le dooming, c'est vraiment le mot de notre génération sur l'angoisse du futur. Notamment l'apocalypse, parce que doom, ça
veut dire apocalypse. Et c'est l'apocalypse en mode notre système économique en bout de course, notre planète qui pourrait craquer, le changement climatique, et puis tout ce que ça importe, quoi. Enfin, tout ce que ça implique. Donc, en fait, c'est vraiment drôle, parce que c'est un sujet qui dépasse largement la politique. Après, nous, justement, ce que je trouve un peu fascinant dans l'attaque de Ban Mulch, c'est qu'il nous fait passer pour les doomers absolus en full dooming, alors que j'ai l'impression que, justement, nous, notre rôle pendant la campagne 2022, pendant même là, la dissolution et tout, ça a toujours été d'être dans un esprit tatakae. Après, justement, on fait la part entre le défaitisme qu'on refuse, en mode, c'est pas pour rien, même la discussion Zawacho avec Mélenchon, Sisyphe, Porter le Rocher, machin, tout ça, ça n'empêche pas qu'à des moments, on exprime aussi les angoisses, parce qu'évidemment qu'on est tous et toutes angoissés par l'avenir, l'avenir fasciste, l'avenir climatique, tous les avenirs que vous voulez. C'est normal, et c'est parce que justement tu es aussi angoissé de ce réel qui pourrait advenir que ça te pousse au combat pour éviter que cette possibilité advienne, ou en tout cas que le moins pire puisse beaucoup de mots, parce que la vérité c'est juste qu'il a pris 3 extraits cut de nous, on dit dooming pour pouvoir prouver qu'on est défaitistes, quoi. On est tous un peu défaitistes par moment vis-à-vis de certaines choses, ça fait partie de la vie. Mais il faut savoir que le défaitisme a un impact matériel sur la vie politique d'un pays. Un militant qui devient défaitiste se désengagera du combat pour ses idées. En plus, tu vois, là je suis en mode le défaitisme, c'est logique que plein de gens à gauche soient défaitistes quand tu vois ce qui se passe, le NFP, le retour du PS, le fait qu'on est dans la défaite quand même, qu'on gagne pas souvent, et c'est plus facile de convaincre les gens, et c'est pour ça d'ailleurs ça va très bien avec son exemple où il dit si Mélenchon avait gagné, il aurait probablement eu un boost, parce que c'est ce qu'on voit traditionnellement, comme Macron en 2017 qui avait eu la majorité absolue, parce que quand tu gagnes en général les gens ils suivent les gagnants, ils se disent ah bah ouais là il se passe quelque chose, il y a un changement dans cette direction, tu vois, genre regarde, genre les fans de l'OL ils sont un peu défaitistes. Tiens, j'ai pas la ref. On sait pourquoi, quoi. C'est... Au sein d'une société, les idées exprimées se diffusent à travers les interactions sociales. Dans une élection, une personne défaitiste bloquera les messages d'espoir pour son bord politique qu'elle reçoit et diffusera plus ou moins le défaitisme autour d'elle, ce qui a une chance de rendre défaitiste d'autres. Si seulement c'était que ça. Aux gens. Je vois ce qu'il veut dire, mais c'est tellement genre un élément parmi des dizaines, des centaines, des milliers d'autres que c'est ridiculement gros. Si la France insoumise, il réfléchissait comme lui, mais il pourrait pas faire de vidéo pour dire on a failli gagner, frère. Genre le parti serait mort dans l'œuf, gros. Mais c'est bien pour ça que ce genre de mec, faut vraiment pas qu'il fasse de la politique, quoi. Après, moi, j'admire la persévérance. C'est de la défaite militante. Mais là où j'admire la persévérance, c'est qu'il a une idée à lui, où il a l'impression d'être le seul à la voir. Les nazis aussi étaient persévérants, frère. Il faut être optimiste en toutes circonstances, et il s'y tient, quoi. Le gars fait une série d'analyses politiques pour ça. Le danger ultime du défaitisme, c'est de donner raison aux défaitistes. Bah oui, si leur bord politique perd, les défaitistes se sentent validés, pensant que leur attitude était donc justifiée, ce qui crée un cercle vicieux. Mais ces gens peuvent tomber... En fait, c'est une vision hyper individualiste de la politique, mais il le voit pas parce que dans sa tête, vu qu'il crée une sorte d'effet système de la psychologisation, il est persuadé d'avoir ça dans sa tête. Si tu dis que c'est chaud pour la gauche, qu'on est en galère, en fait, tout ton entourage va instantanément être gaslight, et pour lui, ça fonctionne comme une sorte de virus, le virus de la défaite. Et en fait, il y a un mec à gauche un jour qui a dit qu'on allait arrêter de gagner, et d'un coup, du jour au lendemain, toute la gauche a dit qu'ils allaient arrêter de gagner, et c'est pour ça qu'on perd. C'est vraiment l'analyse politique la plus pauvre possible qu'il y ait eu ces 15 dernières années, je pense vraiment. Qu'il a réussi à être le plus mauvais possible. Gagner, au moins il dit Ruffin, tu vois. Ah ouais, mais gros, moi je pense que sa place c'est chez Ruffin. Genre, je pense qu'il devrait militer chez Ruffin. Ouais, mais moi... Avec des sortes d'incantations bizarres, d'optimisme BA au final qui veut rien dire. Après, avec Ruffin, moi je suis défaitiste, quoi. Tu me mets Garrido et Corbière comme avenir de la gauche, ça m'en... Je sens la défaite, quoi. Donc au sein d'un bord politique, tout le monde ressent du défaitisme par moment. Mais dans ces moments-là, chacun a le choix entre le propager autour de soi ou ne pas le propager. Bah c'est pour ça qu'ils viennent chez Daniel Raz. Aux amphis, la phrase la plus dite, vous m'avez repolitisé. J'y croyais plus, grâce à vous, j'y crois à nouveau. Voilà. C'est la phrase numéro 1 qu'on nous dit. Hein. Après, ça peut être bien parfois aussi d'avoir un petit sentiment que la victoire est possible, notamment parce qu'elle l'est factuellement pour la gauche. Si on reprend notre tableau des acteurs de la campagne, quels ont été les discours des uns et des autres? Les médias et influenceurs, regarde, on est aussi important que Cyril Hanouna, frère. Il y a ma grosse tête et celle du Jules et de Jean Massier à côté d'Hanouna et Léa Salamé, frère. Frère, je prends. Bien sûr, on est aussi important. De quoi tu parles? Oui.
Pour être précis, du côté de nos médias et influenceurs, on va distinguer les médias mainstream et les médias et influenceurs dits indépendants, ou censés être du côté regarde, du peuple. mais pause. Regarde l'équivalent, la fight, gros. On est vraiment les miskins, gros. Attends, je crois qu'il a mis Calivision, frère. Linguisticae. On est face à toute la télé avec tous les plus gros journalistes. Gros, c'est... On va dire. C'est D'abord, les médias incroyable, gros. mainstream, le 4e pouvoir qui garantit une bonne information des citoyens pendant la campagne. Ils l'ont expliqué aux gens que la gauche pouvait carrément gagner ou... Quand on regarde à gauche, aucun candidat ne décolle. Hidalgo 5%, Jadot 7-8%, Mélenchon 9%. La gauche va mal, très mal. La gauche n'est pas en très bon état. Regardez, le total de la gauche, ça fait 26%. Anne Hidalgo, 6%. Jean-Luc Mélenchon est à 11% d'intention de vote, alors qu'il tangentait les 20% en 2017. Ouais, bah on sait comment il a fini. Hein. Bref, ça va pas fort. Là, juste pour que vous compreniez bien. Les sondages, c'est de la merde, ça on est d'accord, mais tu vois... Oui, Mélenchon, le point auquel, à chaque fois, il démarre tout en bas. Il remonte, et même au dernier moment, ils arrivent à renlever 2 points. Mais ça, apparemment, la fille, là, ils veulent faire une commission d'enquête sur les sondages. Moi, gros, ça me rend complotiste. Il y a forcément un mec qui prend la décision de les truquer, les bails. Regarde, il y a Bompard, il a sorti une masterclass aujourd'hui, justement. Regarde. Écoutez, vous savez, il y a en démocratie, ce qui est le juge de paix, ce sont les élections, pas les sondages. Parce que vous pouvez me parler des sondages, mais ce serait quand même intéressant à un moment qu'on puisse avoir un petit discours critique sur les sondages. J'ai regardé avant cette émission, entre les 2 tours de l'élection législative, l'ensemble, l'intégralité des sondeurs avaient prévu une victoire du Rassemblement national. Tous se sont trompés. Non. Et on reprend au début de la semaine, pas à la fin de semaine. Même à la fin de la semaine, parce Bruno, que les Français ont voulu tous, faire barrage. sans exception, aucun. Bien sûr. Vous pouvez ressortir tous les sondages. 1 heure avant, on croyait encore. Tout le monde disait le RN en tête. Tous, sans exception. L'écart se resserrait considérablement par rapport ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Bref, ce n'est pas la même chose. Mais les sondeurs sont quand même le seul métier en France où vous pouvez faire n'importe quoi, vous trompez totalement, mais 2 mois après, on a oublié et on refait comme avant. Donc, excusez-moi de mettre ça à distance. En France, ce sont les élections, le juge de paix. La France insoumise a gagné 1 million de voix entre l'élection européenne de 2019 et l'élection européenne de 2024. Le nouveau Front populaire... Mais au même moment, ils montent l'enquête. C'est de la 72% pensent que LFI attise la violence. 69% jugent LFI dangereuse pour la démocratie. A gagné 3,2 millions de voix entre le résultat de la NUPES en 2022 et le résultat du nouveau Front populaire en 2024. Il y a eu un peu plus de participation aussi. Mais très bien, ça ne m'a pas échappé. Non, mais ça explique aussi que tous les partis ont augmenté leur nombre de voix. Ah oui, d'accord, mais certains davantage que d'autres, bien sûr. Bruno Jeudi. Le Parti Socialiste, par exemple. Mais non, le Parti Socialiste a présenté ses candidats sous la bannière du nouveau Front populaire. Donc si vous arrivez à calculer les voix spécifiques du Parti Socialiste, vous êtes très fort. Moi, j'en suis tout à fait incapable. Bref, tout ça pour vous dire. Ce qui est important dans une démocratie, c'est les élections. Et moi, je vois que la France insoumise, elle se porte plutôt bien dans les élections. Pour le reste, si maintenant vous voulez que ce soit les sondages qui déterminent ce que les gens pensent des uns et des autres, je vais vous dire, vous allez avoir un problème. Par exemple, moi, j'ai retrouvé un sondage qui dit que 59% des Français pensent que les journalistes ne sont pas indépendants. Vous trouvez pas ça normal, non? Donc vous voyez, des fois, il faut faire un petit peu attention. 56% des Français pensent que les journalistes ne résistent pas aux pressions de l'argent. C'est un sondage qui a été... Faudrait afficher ça à côté des journalistes comme ils ont fait avec lui l'année dernière. Donc vous voyez, parfois, il faut faire attention avec ce qu'il y a dans les sondages. Les sondages, ça ne dit pas toujours la vérité. Parce que je pense que vous pensez pas que vous n'êtes pas indépendant ou que vous savez résister, vous pensez que vous savez résister. Comment il l'a baisé. Ah, il y a 40% d'accord. Allez. Ah ouais, voilà. Simple et efficace. On n'a pas besoin d'une analyse de 45 minutes. On prend les sondages de 2010. Surtout, ah oui, ça c'est clair. Moi, ce que je trouve deep, c'est que cette analyse-là, tout le monde l'a faite pendant les élections. Je veux dire, s'il y avait un truc qui a été discuté à gauche, c'est sur la propagande médiatique. Les sondages, ça fait des années que tout le monde en parle. Ça fait partie du b.a.-ba de la critique média, quoi. C'est quelqu'un qui nous dit « Je vais tout casser, poussez-vous, vous allez voir, avec moi tout va changer », et puis à la moindre panique, il se sauve, il se débine. Et c'est ça Mélenchon. Il fait beaucoup de bruit, la République c'est moi, et il va... Limite, c'est que ça me manque parce que je les trouve gentils avec lui par rapport à aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est tellement 100 fois pire. Du Hamas, mais parce que ce qui est évident, c'est que il y a une graduation, ils y vont de plus en plus fort parce que ça marche pas pour l'instant. Et en fait, plus les années passent, plus le vieux monte, plus ils y vont fort, ce qui est logique. Et d'ailleurs, tu vois, là aussi où l'angle défaitisme, il a ses limites,
c'est que tous ces sondages truqués, tous ces éditorialistes qui hurlent sur Mélenchon qu'il faut surtout pas voter pour la fille et tout, ça marche sur plein de nos concitoyens, malheureusement, qui disent, là, vous avez tous vu l'extrait horrible là, où t'as la meuf avec les deux racistes, où il dit je l'ai vu à la télé, tu vois, genre. De fou. Donc on sait que ça marche. Mais ça a aussi un effet contraire. C'est-à-dire que des gens en ont ras le cul, des gens ça les vénère, des gens se disent. Ils deviennent les candidats anti-système. Le RN, le début de la stratégie du RN avant la dédiabolisation, c'était aussi de surfer sur le côté anti-système, machin et tout, etc. Donc aujourd'hui, la fille, ils ont une side anti-système qui plaît pas à tout le monde, mais qui peut correspondre, tu vois. Je pense que c'est encore trop tôt pour dire si ça a un effet plus positif que négatif. Faudra voir en 2027 presque, malheureusement. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est sûr qu'on va avoir des défaites, on va avoir des victoires, c'est la politique. Et de toute façon, tu fais avec ce que t'as. Et tu sais, ça me fait penser à ce qu'on discutait avec Usul, Claire Lejeune et tout, sur le fait que, par exemple, Macron qui respecte pas la dissolution, Macron qui respecte pas, qu'on voit que les flics cassaient les gens dans les manifs pour la retraite, pour les gilets jaunes et tout. C'est des trucs qui instaurent un sentiment d'impuissance politique dans le cœur des gens. D'une part, ça il faut le dire, et c'est triste, mais plein de gens du coup ont peur, se disent ok, rien peut changer, mais ça aussi c'est une colère qui s'accumule. Et à un moment donné, ça peut aussi faire péter quelque chose de nouveau, tu vois. C'est que plein de gens peuvent aussi en avoir ras le cul que ça se passe comme ça, et ça peut les amener à désirer plus de radicalité. Et ça se voit dans les transformations de la gauche. Aujourd'hui, la gauche est plus radicale qu'elle l'était quand c'était François Hollande, tu vois. Parce que est passé la loi travail, c'est passé Valls, Hollande et tout, etc. Donc tu peux pas avoir genre juste une analyse binaire, c'est du truc, quoi. Les affects d'angoisse qui nous traversent et qui parfois nous démoralisent de nous lever, c'est aussi les mêmes qui nous poussent à nous surpasser et à désirer autre chose et à nous battre pour qu'on change entre guillemets les choses, quoi. D'ailleurs, c'est un schéma répété depuis un bon moment maintenant, cette tendance à sous-estimer la gauche dans ces médias. Regardez comment ils réagissent tout surpris du score étonnamment élevé de la gauche dans quelques élections récentes. Il est 20h et c'est une surprise colossale ce soir, puisque d'après la projection de notre institut ELAB, c'est le nouveau Front populaire qui aurait le gros... On n'a pas eu assez pour gagner, mais quel plaisir ce soir-là. Le somme des journalistes et tout ça, c'était bien. Moi, je suis vraiment d'accord sur le côté commission d'enquête. Faut absolument... ça pourrait être un vrai truc, hein, de forcer les sondages à faire un peu gaffe, faire des nouvelles techniques, des sondeurs, interroger un peu comment ils font. Ça pourrait vraiment aider, par contre. Ça, je pense qu'il y a un vrai effet. On pourrait grappiller. La vérité, les sondages, frère, moi, mon avis, c'est qu'il faudrait interdire les sondages en période d'élection, frère. Ça gaslight trop les gens, ça les rend tarés, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a un problème. La gauche fait toujours plus que ce qu'on avait prévu. Mais comment on pourrait expliquer ça? Comment, en 2022, tous ces médias sont arrivés à la conclusion fausse qu'une victoire de la gauche était impossible? Eh bien, en écoutant bien leur raisonnement, ces médias utilisent 3 arguments principaux. D'abord, le défaitisme sondagier. Un sondage électoral, c'est une photographie à un instant T de comment les Français pensent qu'ils vont voter. Il s'avère qu'en 2022, les sondages ont tous, sans exception, donné des intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon bien plus faibles que son résultat final. Tout ça est tellement gros que j'ai décidé de lire toute la méthodologie de ces sondages que j'ai imprimé ici. Oula. Si un candidat de gauche a des chances de gagner, enlevez-lui au moins 5 points pendant toute la campagne. Et si c'est trop serré, baissez son score davantage. Ok. Mais ça, c'est sûr, c'est réel, gros. Je l'avais jamais vraiment vu faire une blague un peu second degré. Oui, c'est vrai qu'il a essayé de faire une blague. Attends, du coup, je me mets dans le public de Bad Mulch. Il y a vraiment ça dans les sondages? Ah c'est vraiment très choquant. C'est très choquant, mais attendez, est-ce que c'est une vraie information? Je n'ai aucun second degré. Des Bad sondages Mulch dit premier degré qu'il a lu une étude qui dit que c'est truqué. Il est totalement premier degré, ce n'est pas une blague. Le commentaire des médias mainstream sur la victoire potentielle de la gauche pendant une élection, c'est totalement bidon. Ça a tendance à ressembler plus à de la propagande politique qu'à une réelle tentative d'analyser la situation objectivement. Et en termes d'impact, ça a presque l'effet d'une guerre psychologique. Ça décourage les gens qui mènent la campagne et ça décourage le peuple de voter pour la gauche. Le concept de critique médiatique, vraiment, c'est Bad Mulch a découvert que les médias libéraux font de la propagande pour les libéraux. Lire des livres, c'est du name dropping, rappelle. Ah oui, pardon. Il n'y a pas besoin de dire des livres, il y a des docus sympas sur le sujet et tout. Vous vouliez voter pour la gauche, et là, un sondeur vous appelle juste après que vous ayez regardé ces médias qui vous disent non, non, la victoire est impossible, et il vous demande à quel pourcentage vous êtes sûr d'aller voter. Vous êtes découragé, donc vous répondez bah non, je suis pas 100% sûr d'y aller. Et là, bim, vous n'êtes pas du tout compté dans les résultats de ce sondage. Oui, la plupart des sondeurs ne prennent en compte que les gens qui sont 100% sûrs de se déplacer pour aller voter. Gros. Ce qui est un problème.
Mais gros, non, mais de toute façon, sur les sondages, je pense que du Parti socialiste à l'extrême gauche, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème. Pas PS, je sais pas. Qui sont presque sûrs. Ça, je vois pas qui ne peut pas être d'accord sur ça. Je comprends. Enfin, bref. Donc ceux que ça arrange, tous les autres. Oui, bien sûr. Non, mais à part ceux qui sont valorisés par ça, évidemment. Non, mais je parle à gauche, tu vois. C'est encore ce cercle vicieux. Le défaitisme alimente la défaite, qui alimente le défaitisme, et ainsi de suite. On a vu comment les médias mainstream ont traité la question de la victoire possible de la gauche. Mais rassurez-moi, les médias indépendants et les influenceurs... C'est nous! C'est de notre faute! On va prendre une balle! C'est de notre faute! C'est de notre faute! Alors je me demande quel extrait catastrophique il a retrouvé. Pensez être du côté du peuple. Eux étaient irréprochables. Bien, ça se répète que dans les seuls espaces où le peuple a un peu le contrôle, on laisse ces messages défaitistes être diffusés aussi. Le peuple. On voit bien qu'aujourd'hui la gauche est totalement absente. On voit bien qu'aujourd'hui le jeu politique de cette présidentielle se joue entre la droite et l'extrême droite. Que les 4 premiers candidats c'est la droite et l'extrême droite. Que la gauche aujourd'hui ne pèse pas grand chose. Elle pèse à peine 25%. Jean-Luc Mélenchon a convenu qu'il lui faudrait passer par un trou de souris pour parvenir au second tour. Trou de souris que Yannick Jadot peut aussi prétendre emprunter. Et 2 éléphants dans un trou de souris, c'est un coup à rester coincé. Chacun des candidats prétend désormais opérer le rassemblement du peuple derrière lui. Bien sûr, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une incantation. Le risque, bien sûr, c'est de contredire la réalité de manière tellement flagrante et manifeste que la prophétie finit par en devenir incongrue et donc contre-productive. Personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait un programme commun, la tentative de quelque chose, et à mon avis, il y aurait une possibilité de gagner. En fait, il nous prend des pro-unions depuis tout à l'heure. Non, mais il nous prend des pro-unions. Bah oui, les pro-unions, ils disent on fait 26% à tout casser, donc allons-y tous ensemble, quoi. D'accord, oui. Comment vous la trouvez, cette ambiance de la campagne, la réception des Insoumis? On comparait avec 2017, on se disait qu'en 2017, il y avait une ambiance et un entrain qui a moins cette année-là. On passe de 3,8 millions pour France Info, Viktorovitch, qui n'était pas influenceur, by the way, à ce moment-là, vu qu'il était journaliste, à 5-6K viewers, Jean Massier. Hein. Le média Blast, par exemple, ont produit un grand nombre de vidéos complètement catastrophistes. Cette campagne électorale ressemble à un dernier tour de manège. Bientôt, ça ne rigolera plus. Il y a toujours un moment où... Avec les Marioles 2, c'est sûr qu'on va pas rigoler. Hein. Je me dis que ce que je fais est vain, que Macron va passer et nous emmener dans un second tour de manège. Et tu t'imagines un second tour, Zemmour-Macron? Déjà, à peu près personne dans ces sphères ne croyait à la possibilité d'une victoire face à Macron au second tour. Écoutez par exemple Raz de la chaîne d'Annie Calvi. Il m'a pris moi, oui. C'est moi, je suis trop heureux. Let's go. C'est ça que je voulais. Let's go. Je croyais qu'il y en aurait que pour toi encore. Let's go. Let's go, Raz. Celui-là qui me révèle ça lors d'un débat qu'on a eu quelques mois après la campagne. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des insoumis et des gens qui travaillent sur les élections. Oh, comment à l'époque. Ça, c'est vrai qu'avant que tu savais, tu t'affiches tous les jours dans une émission, au moins. Maintenant, c'est quoi? C'est tous les 2 jours qu'on fait une émission avec la FI. C'était moi. J'ai parlé avec des gens de la FI. Alors, moi, maintenant, je vous dis qui a parlé de la FI. Hein. C'est Cassandre. Voilà. Qui a parlé avec des gens de la FI. Non, des fois. Oui, des fois, t'as bu un verre. Tu me dis, là, je vais aller boire un verre avec Cassandre. Il y aura machin et bidule de la FI. Mais quoi? Mais ça me rend heureux. J'ai pas le droit d'être heureux. Le second tour était gagnable. Plaisir mondain de militant, c'est horrible. Après, là, de fait, c'est Cassandre dont je parlais, évidemment. Le premier tour était gagnable, le second tour, c'était impossible. Ah, attends, le second tour. Ah, ça, c'est bien Cassandre, ça leur ressemble, ça. Oui. Cassandre, il a un objectif. Après, il aurait changé d'avis instant si on avait passé le premier tour. C'était impossible. Non, le second tour était largement gagnable. C'était impossible. Oh non, Raz. Il n'y a pas Dans ma tête, moi, je suis en mode... Moi, il y a un singe dans ma tête avec des cymbales, là. Une seule personne à la France insoumise, dans les gens qui sont bien plus experts que toi et moi, sur les comptes. Moi, je suis en mode, mais on sent... Je sais pas de quoi il parle. Je pense qu'il n'y a pas de chance, ils ont tort. Il y a une chance. Argument d'autorité. Peu importe que ces propos anecdotiques... Argument d'autorité. étaient tenus ou pas, ça ne change pas que c'était objectivement faux de dire ça. Usul semble faire partie aussi de ces gens qui ne voyaient pas d'intérêt à avoir Mélenchon au second tour. J'entends beaucoup cet argument, faites-nous au moins un Mélenchon au second tour, parce que ça, même si Macron est réélu face à ce Mélenchon au second tour, ce sera pas le même Macron. En même temps, à quoi bon dans ce pays dans lequel Bolloré détient les chaînes d'infos et les chaînes qu'on lui connaît, l'extrême droite a ce poids-là dans l'opinion publique? Est-ce que la seule présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour peut renverser la vapeur quand on voit à quel point la bourgeoisie s'est radicalisée? Là, c'est pareil. Moi, je trouve qu'en plus, oui, là, genre, Usul, il est en mode... Il dit pas qu'on s'en fout de Mélenchon au second tour, il dit que le pays est tellement radicalisé à droite et à l'extrême droite que ça suffirait pas dans le rapport de force. Mais c'est pas pour dire qu'il faut pas que Mélenchon soit au second tour ou que ça changerait rien. En fait, genre, des fois, il confond le constat politique
et le combat politique. D'ailleurs, en parlant d'Usul, la série Ouvrez l'Élysée de Mediapart est un exemple flagrant de cet état d'esprit défaitiste. Pourtant, ils ont commencé la campagne avec une vidéo intitulée « Pourquoi la gauche peut gagner ?» Bah alors, avec un titre pareil, ça va forcément nous expliquer que la victoire est possible et nous redonner un peu d'espoir. Et le leitmotiv ici, ce sera de dire que la gauche peut gagner. Oui, enfin, la gauche qui peut gagner... Si, sinon on va se recoucher tout de suite, ça sert à rien. Mais attends, ils font la blague. En fait, ce que je trouve deep, c'est qu'ils font la blague sur le fait que c'était nos deux humeurs, quoi. C'était l'humeur des militants. Un jour, t'étais host en mode oh, pff. Et un jour, t'étais Usul en mode bah non, faut y aller, faut combattre. Et 2 semaines avant, on était tous tatacaés, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que de prendre les gens qui sont sûrs d'aller voter, bah tu vas t'avoir beaucoup de gens du RN et les quelques macronistes et les mélenchonistes archi convaincus, mais que la plupart des gens se décident un peu dans les dernières semaines parce que selon l'ambiance du pays, l'urgence du truc ou pas, quoi. Et puis si ça se passe mal, ça s'arrêtera sûrement dès le premier tour, donc on n'aura pas le temps de souffrir. Eh bah non, en fait c'était sarcastique tout le long. Ils réussissent quand même à... Mais il comprend pas que les gens ont des... En fait, un de ses problèmes, et ça on l'a déjà dit milliers de fois, il comprend pas que les gens ont des humeurs, ont des... Affect pour leur bingo. Affect. Oui, ont des affects. Ils sont sûrement sur un Discord en train de remplir un bingo, il faut que tu dises affect. Ils ont des affects, ouais. Homme de paille, affect, les chiffres, ingénieur mental. Combien? Moi, je me rappellerai toujours de son... c'est la fin de Danira, je serai à 3K viewers à la fin. Ah non, 5K, il a dit 5K. Ah bah non, c'est nous qui y sommes et lui, toujours à 200 viewers. Mais dommage. Après des épisodes sur d'autres sujets palpitants comme la campagne de Poutou ou encore Asselineau ou Florian Philippot, ils vont beaucoup plus loin dans cette veine-là dans leur épisode Le rendez-vous manqué de la gauche. Mélenchon, il avait 5 ans pour créer cette grande maison pluraliste, ce grand parti. Il l'a pas fait, il a gardé son mouvement, il a gardé la main sur son mouvement. Mais si ça passe pas en 2022, et bah si ça passe pas, on peut se demander ce qui va rester de la FI. Donc là, on va faire quoi en 3 mois? Bah on va bricoler avec les poèmes de Taubira, les attractions foraines de Mélenchon. Vous avez pas vu Don't Look Up? C'est pareil, c'est foutu, c'est fini. Sauf que la comète, c'est le fascisme. Bon bah voilà. Mais c'est des blagues! Mais attends, mais... Il joue en plus Don't Look Up! C'est ultra contre son camp, la vidéo, là. Il met des extraits. Genre, tu pourrais même, ce qui serait de mauvaise foi aussi, tu pourrais même argumenter que Usul se moque de cet avis. En vrai, il s'en moque pas. Il montre qu'il existe, mais en vrai, surtout les émissions d'Usul, nous, de toutes les critiques, le fait qu'il s'enfermait dans le défaitisme, il y a des fois où il était un peu Mélenchon critique pour rien, mais c'était pas... Les moments anti-Mélenchon d'Usul, c'était rarement des trucs de « il peut pas gagner, c'est déjà perdu ». C'était pas ça, ses avis. Enfin, je trouve que le côté doomer sur Usul de on peut pas gagner, tout est finito, je le trouve pas actuel. Et là, on tombe sur cette vidéo, sur une chaîne beaucoup plus petite. Je suis pas sûr que les militants... Ah vas-y, là, il est sérieux. Enfin, on a un moment sérieux. Aient envie de croire dans les chances de Mélenchon. Même, on peut dire ça comme ça. Ils ont même pas envie d'y croire, en fait. Je sais pas, après, je peux pas parler à leur place, mais je sais pas ce qu'il faudrait faire. J'ai pas de scénario idéal. Je suis pessimiste. Donc, bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on recompose une gauche avec ces éléments-là, épars. Et là, on s'est dit, attends, une des personnes les plus influentes de toute la gauche à Internet est juste en train de déprimer complètement là, alors qu'il a... oui, bah oui, ça se voit, il a suicidé, ouais. Il avait un candidat de gauche capable d'être au second tour sous son nez. On voulait vraiment comprendre ce qui pouvait l'amener à dire des choses pareilles. Le fait que les fans de Bad Mulch, leur pseudo gros eau polluée, vraiment, eau polluée. Ils ont toujours... Bien pseudo, c'est vraiment logement pour tous. Bien fait pour toi. Oui, la folie, vos pseudos, c'est concept. Bon, il y a un truc où je voulais répondre, c'est il a pas l'air enthousiaste, il est là. Alors, il y croit pas, voilà. Et il a une responsabilité. Il y croit pas, il a une responsabilité avec lui. Et Edgy est là que pour l'esthétique. Attends, je comprends pas ton avis. Edgy est là que pour l'esthétique. Les vrais nerds de la politique. Les vrais nerds de la politique. C'est quoi un nerd de la politique? D'un livre ou d'une notion, vous êtes en mode Nam Jampi. Mais oui, de fou. Genre, on vous parle d'une référence de gauche, être un nerd, c'est quand même vidéo sur les sondages des data, quoi. En 2014. Oui, de fou. Déjà. Oui, de fou, Danny. Did it before it was cool. C'était chiant, mais pas comprends autant. Pas là, je comprends pas. Par contre, ça, on est edgy de fou. Ça, c'est vrai qu'on est edgy, quoi. Et puis, c'est sûr que niveau esthétique, faut survivre. Moi, je deviens dépressif devant une vidéo pareille. En plus, la question esthétique, Bad Mulch, il essaie de bien se filmer, d'avoir une lumière propre, d'avoir un bon son sur ça. Franchement, Bad Mulch, sur la question esthétique, il l'a prise à bras le corps. On peut pas lui reprocher ça. Quelque chose et non pas nous faire part de ses états d'âme, en gros. C'était un peu ça. C'était un peu ça, ouais. Bah, le problème, c'est que j'ai quand même des états d'âme, quoi. Il y a des moments où j'y crois pas. Les gens reviennent. État d'âme, affect.
chaque semaine, insoumis ou non. Empathie radicale, pseudo bad mulch de fou. Empathie radicale, pseudo bad mulch tous les jours. Désolé. Hein. Un certain regard et il croit quand même dans l'honnêteté de mon propos. J'ai pas envie de me forcer et falsifier ce qui me passe par la tête pour faire le militant. Sauf qu'y croire, c'était pas un truc de militant, vu que la victoire n'était pas hors de portée. Mais attends, non mais en fait, ce que je comprends pas. Je sais pas comment les êtres humains fonctionnent là. Mais oui, là c'est vraiment, je suis désolé, mais c'est grave. C'est même si il y avait eu encore plus de chances de gagner et que c'était chaud, il y a des gens, des fois, ils vont déprimer, ils sont fatigués, ils y croient. Enfin, en fait, le croire qu'il y a une corrélation entre la réalité ou non de la victoire et les émotions des gens, déjà, c'est complètement délu. Sinon, là, les gens qui militent dans des partis encore plus petits, ils arrêteraient de militer. Sinon, la France Insoumise, vu le nombre de défaites qu'il y a eu, ils y croyaient pas. Ils auraient arrêté de militer, les gens de la FI. Mais il y a forcément des moments où ils sont en défaite, où ils sont en dépression, mais notamment les militants les plus investis qui sont pas là à juste faire des vidéos sur internet. Quand tu passes ta journée à faire des micro-trottoirs, les gens ils te répondent mal, genre surtout Bad Mulch il a fait un tuto micro-trottoir, il a fait un tuto porte-à-porte, etc. Quand tu fais ça tous les jours et que tu te prends des portes dans la gueule, il y a des moments où t'en as ras le cul, genre c'est vraiment genre oui, et puis bon, je sais pas, je comprends pas. Après c'est vrai qu'on aurait Bolloré serait d'extrême gauche et il passerait Rima Hassan à la télévision sur CNews tous les jours, peut-être qu'Usul serait un peu moins déprimé. Je pense que c'est possible aussi, mais bon. Et surtout, à un moment donné, cette pensée bizarre là de dire que si tout le monde dit tous les jours, c'est sûr, on va gagner. C'est ça qui nous fait gagner. Je pense que là, on va pas gagner tout de suite si la seule proposition de militantisme qu'on a, c'est de répéter à tout le monde en leur montrant des graphes de merde qu'il a mis environ 200 fois dans son sondage que c'est ça qui va faire gagner la gauche. Mais c'est terrible. Imagine Mélenchon, sa campagne, ça serait ça. Après, en plus, ce qui me fait rire, c'est que toi et moi, à l'époque, je me rappelle quand on a ouvert l'Elysée, on trouvait Usul un peu trop anti-Mélenchon, un peu trop pro-ELV, un peu doomer sur les bords, et on faisait que dire après, Usul, il va à la fin, il va être dans la zone, et c'est ce qui s'est passé. Hein. De toute façon, c'est la psychologie aussi d'Usul, quoi. Cet épisode d'Ouvrez l'Elysée, là, il avait quand même reçu des critiques du public pour son côté défaitiste inexplicable. Sauf qu'il a été défendu par d'autres gros influenceurs. Non mais n'importe quoi. Bon, y a plus que ça à espérer. C'est pas parce qu'on a fait Usul une fois, le nombre de fois on a critiqué. Attends, non mais si, moi je pense qu'on l'a défendu peut-être sur ce truc-là. Mélenchon l'a théorisé, c'est la stratégie du trou de souris. Voilà, c'est on a un vrai... C'est réel. Après, je suis d'accord en vrai. J'aime bien un épisode un peu défaitiste comme ça là, tu vois. Moi j'aime bien parce qu'il est défaitiste se marre, du coup il est quand même entertainant, tu vois. Le seul monde où Mélenchon il gagne, c'est un truc où il est saisi par l'histoire, quoi. Et il fait une campagne, on comprend pas comment il est comme ça. C'est ce qu'il est en train de dire, au final il joue sur ça, mais c'est vrai que là où l'angoisse d'Usul, c'est vrai que moi je l'avais pas mal dans le sens de imagine il gagne, ça va être chaud au final parce que niveau parti, tu vois, il y a pas grand chose. En fait, l'angoisse c'est pire que ça, il a raison. C'est attends, mais s'il perd, et là la FI derrière c'est c'est éclaté, c'est finito. La gauche et tu vois là. Donc attends, on réagit au truc. On dit ouais, c'est marrant cet angle-là, j'y avais pas pensé. Non mais c'est surtout genre c'est ça la preuve absolue, se remettre dans le truc, mais genre tu vois par exemple sur le truc de la fin de la France Insoumise, genre là nous on a l'angoisse que ça soit finito. Le jeu il a prouvé le contraire, c'est pas finito, mais spoiler, la fille l'a prouvé une fois que c'était pas mort. Moi j'ai toujours l'espoir. Les législatives ont sauvé le bail, c'est ça qu'on avait du mal à voir, mais moi Cassandre, moi encore aujourd'hui je suis dans l'angoisse de l'avenir par rapport à la France Insoumise, quoi. Genre je suis vraiment en mode est-ce qu'on va survivre au NFP? Genre moi par exemple l'alliance de la gauche, je suis en mode comment on va faire pour survivre à ça, quoi. Sa défaite qui fait qu'elle va devoir se réinventer, quoi. Ça va être un coup dur. Bah ouais. Et ça va permettre aussi de repenser peut-être profondément les choses. Mais l'élection... on l'a vu, ça nous a donné le NFP, frère. Oh là là. Je suis déçu un peu en plus, on parle au conditionnel. Des tas de fois, on a parlé au conditionnel aussi de ce qui se passerait en cas de victoire. Genre vraiment... Non mais ça, oui, non mais en dehors de ça... tellement... Mais bidon, frère. C'est du cherry picking, comme ils disent. Oui, de fou. Non, mais après, moi, ce que je trouve... Rask qui n'a pas changé de casquette depuis 2012. Et si, justement. Non, mais moi, ce que je trouve, précis, c'est que il y a un truc qui a changé. Elle est un peu plus chère, celle-là. Chaque fois que je vois des images de toi du passé. Ah oui, de fou. Il était rachitique, wesh. Ah ouais, de fou, mais c'était c'est le Tushi aussi. Hein. Après, je me dis, tant mieux, parce que vu la taille de la pièce... Ah oui, de fou, ça aurait été horrible. Vraiment plus...
Moi, je suis plus heureux aujourd'hui qu'à l'époque, en tout cas. Dieu, là, ou cochon, ça. Mais juste vite fait, moi, ce que je trouve deep, c'est que je vois qu'on est dans les mêmes angoisses aujourd'hui, quoi. Genre, non, moi, c'est... Imo, c'est même un peu pire dans le sens où là, il y a le PS qui est de retour. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas... Gros, là, ce qui ne vient pas dans notre esprit, c'est la question du Parti Socialiste, frère. Et là, on va avoir la NUPES au cul, hein. Vous remarquerez l'emploi du futur dans toutes ces phrases. Ça serait bien au moins de parler au conditionnel, s'ils veulent parler de ça. Mais on est au conditionnel... Mais il est fou, ça. On n'est pas en train de parler au conditionnel stricto sensu, là, mais on est en mode... ah oui, dans l'hypothèse, truc du jus, là, machin. Moi, je me rappelle très bien de nos lives à ce moment-là. On n'arrêtait pas de passer le tatakae et tout ce bordel, frère. Tous les trucs ça, mauvaise foi sur nous, ça y est, genre lui, il sort c'est son seul argument. Là, gros, la mécanique Bad Mush, si je vais faire une vidéo, j'attaque Dany Heraz parce que je sais que Dany Heraz, ils vont me répondre et ça va me faire percer, je vais faire 10 000 viewers, je suis le futur Vauche, je vais sauver la gauche française à moi tout seul. C'est sa méthode depuis 3 ans, on s'en branle. Un coup dur. Bah ouais. Et ça va permettre aussi de repenser peut-être profondément les choses. Faut voir ce que ça permet, mais c'est vrai que c'est vu comme ça, c'est déprimant. En plus, tu vois, la façon dont je le dis, c'est peut-être qu'il y aura un coup dur, mais que de ce coup dur, on en ressortira quelque chose. Donc en plus, il y a pire. C'est même si le pire arrivait, on en ferait peut-être quelque chose. Je trouve qu'il y a plus défaitiste. Hein. Ouais, je confirme. Vu comme ça, c'est déprimant. La gauche est éclatée, insecure. Plein de gens ont délaissé la gauche aussi après 2017. Hein. Bah oui, parce que c'est décevant aussi, les gens étaient baiser par Macron. Tu vois que Mélenchon, il y a eu un timide espoir et qu'en fait, et que derrière, t'avais quoi? T'avais Twitter, t'as eu l'extrême droite, t'as eu la droite, qui ont été hyper violents sur justement SJW. Mais en plus, tu parles de 2017. Là, il continue à être déprimant pendant un moment. Je suis en train de faire de montage là. Désolé, mais Hollande. Attends, Hollande, il a oublié l'éléphant dans la pièce. Non, mais surtout l'état des militants après 2017. Je pense qu'ils militaient peut-être pas à l'époque. Je sais pas, peut-être mais les militants filles après 2017, je pense que on y croyait. Après peut-être, je sais, mais je crois qu'on y croyait même plus qu'en 2022. Hein. Après 2022, on y a bien cru aussi. Mais 2017, genre les vraiment, genre ils militent depuis 2012 à la France Insoumise. Ah ouais. Regarde gros, revenu universel vite. Gros, c'est. Gros, les gens. Qu'au tournant à Ban. Non, mais c'est pas possible. C'est Gros, on est d'accord, les gens, que c'est fou. Pour moi, même, c'est lui sous ses autres comptes, frère. C'est de la folie. Mais bref. Mais genre. Oui, Cassandre, il dit après 2017, c'était la mort. Mais oui, genre, c'était la folie, la dépression. Ils ont 25 PC qui est de part. Et parce que tu sais, quand tous les pseudos se ressemblent comme... C'est bizarre, on est d'accord. Il y a quand même sur 60 viewers, 50 personnes qui s'appellent Bien commun, Bien fait pour la société, Revenu pour tous, quoi Logement pour tous, Revenu universel vite. C'est bizarre, les gens. Non à la pollution. On parlerait de bot pour beaucoup moins que ça, normalement. Après, moi, je dis, est-ce qu'il n'y a pas un effet spoiler dans sa vidéo qui est de nous faire passer pour des défaitistes, pour faire croire à eau polluée, bien fait pour tous, bien commun, logement pour universel, de leur faire croire que Dany Heraz sont défaitistes alors qu'ils ne le sont pas. Moi, je pense que ça, c'est mauvais, ça. Alors que s'il disait, si vous suivez Dany Heraz, qui pourraient aider à faire campagne, qui ont été là pendant, par exemple, la dissolution, à inviter des candidats clés à un moment clé, à mobiliser leur public, à leur dire d'agir, de s'inscrire, ce que d'ailleurs beaucoup ont fait. Genre, imagine, on aurait fait crash le site de groupe d'action de la FI le soir de la dissolution parce que les gens allaient s'inscrire dans les groupes d'action. Donc, si ça serait fou quand même. Aidait, contribuait à répandre la bonne parole, peut-être que Mélenchon pourrait gagner en 2027. Peut-être. Mais comme il a décidé d'être un doomer sur Dany Heraz, à cause de ça, on va perdre. Quoi. C'est tellement dommage. Hein. Beaucoup sont attirés par le défaitisme en tant qu'esthétique. Prédire l'apocalypse, ça attire l'attention. C'est pour ça, c'est sensationnaliste. Ça ok, ça y est, je comprends l'élément de langage esthétique de l'autre. Avoir la popularité des films catastrophes qui attestent de ça. Pause. Genre, c'est encore une fois, c'est juste une vidéo de robot, gros. Genre, vraiment, soit il a jamais d'angoisse, il est jamais défaitiste, il est jamais dans le doom, tant mieux pour lui, soit c'est un menteur, mais dans les deux cas, c'est CSC, quoi. Genre, Et surtout, je trouve que c'est tellement pas ce qu'on fait. Genre, mais moi, si tu suis mon travail depuis des années, je parle tout le temps du nihilisme, de pourquoi faut s'en méfier, que ce soit en philo, que ce soit en politique. Oui, mais ça t'empêche pas de dire que des fois, t'es dans le seum, t'es déprimé, t'en as marre, évidemment. Quoi. Mais parce que c'est pas en niant tes affects que t'avances. C'est justement la relation qu'il est temps. Résilience alimentaire. Franchement, Mulch basé. Gros, il est masqué. Tellement il est ban, Twitch l'a masqué par prévention.
Il n'y a que des gens Revenu universel vite. Attends, il y en a un, il a dit robot, ingénieur mental, zététicien, mon Dieu, la boucle. Ah ouais, la boucle, c'est pas plutôt de. En 2022, on aurait pu gagner. À prendre des réacs de nous d'il y a 2 ans, gros, j'avais je sais pas combien de kilos en moins. C'est vraiment genre tellement c'est vieux, quoi. Genre, ça me fait trop rire. Hey, this video is very nice. Thanks for sharing. Gros, c'est des bots, hein. Pour un certain public, l'idée que tout va s'effondrer, que le fascisme arrivera forcément et qu'on se battra dans les maquis, c'est un imaginaire. Augmenter mon RSA, pitié. Ah ouais. Le public de Daniela, c'est plutôt un logement pour moi déjà. Ah ouais. SVP des droits. Le bruit des bots pour faire barrage à Marine. Voilà, je suis désolé, hein, Spaghetti 666 a dit la vérité, c'est ça qui va se passer. Répéter ce catastrophisme, ça permet de se donner. C'est une blague avec Spaghetti 43. Qui prend au sérieux? Non, mais attends. Un air edgy il et a pris radical. une phrase où je dis Spaghetti 46 a dit la vérité. Edgy et radical. Putain, ils prennent des éléments de langage et tout de leur chef. Gros, à peu de frais, qui est vraiment. Mais surtout, Bad Mulch, ça fait 1 an et demi qu'il croit qu'il va percer en faisant ça. Ça fait la 4e fois, ça n'a pas marché. À un moment donné, je pense qu'il faut se remettre en question. Vraiment. Bichot, vous avez jamais été accéléré. Mais oui, et on a engueulé, on s'est brouillé avec Linguisticae sur son dooming, on a engueulé Usul sur son anti-mélanchonisme. Non mais c'est... Gros, toute la Terre trouve qu'on est des militants zinzin soumis. Oui, il faut aller à la limite. Il n'y a que Bad Mulch qui croit l'inverse sur Mais je pense Terre, qu'ils se disent c'est moi le zinzin soumis ultime, mais en fait c'est une bataille du zinzin soumis ultime. Ah oui, non mais oui. Ça me fait pas plaisir, je suis un viewer de Bad Mulch et je connais bien ces viewers réguliers, il y a plein de pseudos que je connais pas, c'est suspect. Ah mais attends. Oh, mais je te dis, il y a un monde on a Bad Mulch. Où, oui, il est ban live de la chaîne. Mais c'est lui, frère, je suis sûr c'est lui là. Ah. Je pense depuis plusieurs mois que Marine Le Pen va être élue. Voilà, c'est malgré, tu vois, la dynamique, j'ai l'impression va vers... Ah oui, en plus, vers... cet extrait nul où il s'est mal exprimé. Oh, le pauvre. Moi, j'en ai parlé avec lui. Je vois qu'elle est stressée. Il s'est mal exprimé. Il en prend plein la gueule à cause de ça. Les gens, ça fait 20 ans qu'on est dans cette phase politique en France. Au bout d'un moment, elle va finir par se fermer. Mais ce sera pas avec mon vote. Moi, je voterai pas Marine Le Pen en tout cas. Et j'appellerai. Mais je m'entends très bien. Si historiquement, ça doit se passer, ça se passera. Et effectivement, il faudra au bout d'un moment, parce que si c'est pas là, soyons, projetons-nous dans l'avenir. Imaginons que Macron est réélu. Dans 5 ans, Marine Le Pen, il n'y a pas de raison de penser qu'elle va pas faire 30% premier tour. Ces influenceurs devraient se demander pourquoi ils ressentent autant ce défaitisme. Qui propageait tous ces discours en premier lieu? Et là, on est obligé de revenir à l'influence immense des médias mainstream. La réalité, c'est qu'il y a eu une porosité entre les discours défaitistes des médias mainstream et ceux de ces médias et influenceurs indépendants. Attends, en fait, c'est marrant parce qu'il pense, sa réflexion est rigolote. Il pense qu'on a été convaincu par les médias qui disent que la gauche ne peut pas gagner. Et il se dit pas que les raisons du doom, c'est sur comment les médias arrivent à gaslight les autres gens qu'on peut pas gagner qui fait qu'on est défaitiste. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, vu qu'il a pas d'outils de critique médiatique, il se dit pas qu'une des raisons du dooming, c'est justement l'hégémonie médiatique de la propagande anti-gauche. Ça fait doomer, tu vois, de voir à quel point les médias sont contre nous tout le temps. Ça fait plus doomer, et ce qui fait doomer, c'est pas parce qu'on est d'accord avec eux. Tu vois, c'est là que tu vois, genre, il y a aucune pensée limite. Il pourrait dire qu'on se fait gaslight par les médias, par leur toute-puissance, et que ça nous rend déprimant de voir qu'ils sont contre nous. Ça, à la limite, c'est plus vrai, mais de croire qu'on est d'accord avec eux, ça, là, il a aucune analyse, frère. Personnellement, ce que je vois, c'est que la totalité de vos réacts à Mulch se résume à des ad hominem et autres hommes de paille à base de zététiciens, sans la moindre réponse. On n'a jamais dit zététicien, là. En 1 heure, vous n'avez pas eu la moindre mention pour la théorie de la prophétie autoréalisatrice. Vous qui passez votre temps à parler d'affect et Dany qui se la joue Spinoza, vous prenez pas beaucoup en compte votre influence doom, votre terrorisme intellectuel de la dépression. Ah ouais, c'est pas un ad hominem, ça de la dépression. Mais gros, genre, en fait, des reproches sur notre contenu, il y a tout eu sauf vous rendez dépressif. Genre globalement, les gens gauche trouvent qu'on est un peu trop débile, gogol et enjoué pour rien. Pour prouver qu'on est des doomers, il a été prendre un truc, on dit la vidéo d'Usu un peu défaitiste, ça va, elle est un peu marrante. Alors qu'on a parlé du mythe de Sisyphe avec Jean-Luc Mélenchon sur pourquoi il fallait toujours se battre même quand c'était fermé. Gros de fou, il y a Mélenchon qui parle pendant 30 minutes. C'est un contenu qui n'a pas touché 2000 personnes en plus, tu vois. Oui, de fou, c'est une de nos vidéos les plus vues sur les deux. En plus, elle est sur notre chaîne et celle de Mélenchon. J'ai pas les mots, frère. En plus, Mélenchon, genre, les gens qui sont. Tu sais, genre, en plus, il fait tout un live. On l'amène et il finit sur son laïus où il est en mode, mais qu'est-ce qu'on fait? On se couche et on dort. On s'arrête. Fait légumes. La défaite, jamais. etc. C'est genre, bref. Genre, oui, c'est ça, gros. Enfin, genre, ça a été l'un des highlights de la discussion. Je trouve ça fou. Moi, je sais qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent qui sont en mode c'est finito.
partir de ce truc-là et essayer d'exprimer le doom, mais qui est naturel, c'est pas une posture, c'est aussi sincèrement, nous, des fois, on est en mode, ah merde, on est dans une sorte de réflexion stratégique militaire, et on fait ça comme ça, on exprime le doom en nous. D'ailleurs, dans la vidéo, c'est Raz qui prend le rôle du doom, parce qu'avant le live, il m'a dit, moi, je suis en mode doom là, je suis un peu machin. On les exprime. En les exprimant, des gens nous disent, oui, je ressens ça, ah, je me reconnais. Ça fait un moment que je regarde le contenu, j'ai déjà entendu les arguments, je sais. Il y a des raisons d'espérer. Et on leur dit, le combat est d'autant plus difficile, cette fois, il faut d'autant plus y aller. Le montage, il a dû être difficile parce qu'il a dû couper tous les moments où il nous coupait. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se contredit complètement d'une phrase à l'autre. Si on doom, on considère que la défaite est assurée. On peut pas. Mais attends. Qu'est-ce qui est incohérent dans ce que je viens de dire? Vraiment, il y a vraiment, c'est incohérent pour lui. Mais après, c'est pas de te lever, d'être en défaite et le soir d'avoir un truc qui te fait à nouveau espérer. Le soir, tu vois une vidéo du vieux où il a été bon, tu te mets à y croire. Le lendemain, il suce 4 nains, tu déprimes. Le surlendemain, il est rebond. Enfin, allô, genre, enfin, pour lui, ça, c'est ça. En fait, moi, ce qui me fait rire surtout, c'est que, en fait. J'ai essayé de lui expliquer cette nuance et dans sa tête, du coup, il pense que notre stratégie, c'est de doomer tout le temps pour attirer les doomers parce qu'il y a une esthétique attirante. Et en fait, à la fin, on leur dit d'y croire. Mais c'est même pas ça qu'on fait. Juste après, dire aux gens qu'en fait, il y a de l'espoir et que la victoire est possible. Soit ils comprennent pas parce que le message est contradictoire, soit ils entendent juste la partie qui va dans leur sens. Donc s'ils sont déjà défaitistes, il y a très peu de chances qu'ils changent d'avis. On entend... Bah si, tous les alors gens donc, votent, du coup... ils se repolitisent. Attends, mais s'ils sont... Attends, donc si les gens défaitistes, ils vont pas changer d'avis, bah ça sert à quoi sa vidéo alors? C'est complètement con. La deuxième défense du défaitisme que j'ai aussi beaucoup entendue, c'est l'idée qu'il faudrait limiter les discours porteurs d'espoir. Car si les gens croient trop à une victoire et que derrière c'est une défaite, ça provoquerait soi-disant une grosse démobilisation. Si tu prépares trop les gens à gagner, ils finissent en pleurant et puis à chaque fois, c'est bon, c'est la fin du monde. Là où ça va être intéressant de doomer un peu et de partir dans le principe pessimiste, c'est de dire mais comment ça va foirer? Il faut imaginer comment tout ce que tu imagines va foirer. Est-ce que vous mesurez le poids de la déception aussi? Quand tu vas avoir des milliers de gens qui vont se dire bah, de toute façon ça n'a servi à rien et qui vont rentrer chez eux alors qu'ils ont vraiment mais ça, oui d'accord, mais ça le gars il a raison, mais en fait le problème c'est que c'est un paradoxe. C'est que, en fait, quand tu fais... Nous, on l'a vu, moi je me rappelle, c'était El Namir, tu te rappelles, pendant les élections, El Namir? Où il passait de trop bien à ça y est, tout est finito, je veux même pas aller voter et tout. Genre, enfin, le truc, c'est que les militants, c'est leur quotidien. Ça veut dire que tu ne peux pas mobiliser les gens en étant réaliste avec eux, en disant ça, mais en même temps, t'es quand même obligé aussi, quand tu formes des militants, notamment de terrain, de les préparer à la défaite et de se poser la question. Sinon, tu les perds au compte-gouttes. Genre vraiment, ils croient vraiment que les gens qui militent, ils sont complètement délus. Genre, je ne comprends pas. Mais en fait, surtout que tu vois, par exemple, sur ce truc-là, sur le côté déception, nous, on a autant prévenu les gens, attention à la déception, que quand ils ont une déception, on les attrape et on est à chaque fois en mode, ah ça y est, vous avez vécu une défaite politique dans votre vie, vous n'arrivez pas à vous en remettre, il faut vous préparer, il faut avoir le cœur solide en fait. Genre, tu peux pas gagner à chaque fois en fait. C'est pas possible. Genre, les militants, ils se préparent à la défaite, mais ils se préparent aussi à la victoire. C'est ça qui est complètement con. C'est qu'ils se préparent à encaisser la défaite. Et aussi, genre moi, la fille, ils se sont aussi préparés à la victoire, ils se sont préparés à... Mais tu te prépares aux genre, gros, leur manière de passer leur temps à écrire des amendements, des textes de loi, des trucs, leur réflexion, moi j'ai vu Cassandre, il m'a fait le teufé, non mais c'est bien, on travaille beaucoup à l'Assemblée, même si ça sert à rien, mais comme ça, quand on est au pouvoir, tout est déjà prêt. Genre, ils sont vraiment... Genre en fait, il y a vraiment les deux existent dans le même corps, les deux, mais gros, pour un réalités parce que sont prises en compte, quoi. Je crois qu'il est non-binaire, parce que je crois qu'il est non-binaire, Banmulch, pour un non-binaire, je le trouve vraiment binaire sur ça. Il se dit pas que c'est possible d'avoir les deux en même temps, que tu envisages les deux scénarios, que tu te prépares. Et d'ailleurs, c'est ça la politique, te préparer à tous les scénarios possibles, tu vois. Mélenchon, qui portait un discours d'espoir pendant la campagne, sans jamais valider le défaitisme, n'a pas perdu en crédibilité auprès des électeurs. Il voit pas la différence entre Mélenchon et Dany Heraz. Pour lui, on a le même rôle. Mais genre, en plus, il décrit lui-même les effets délétères de l'effet spoiler, là, son truc mon cul de les gens, ils deviennent défaitistes parce qu'on perd, donc faut leur dire qu'on va gagner, etc. Et maintenant, il dit qu'en fait, les défaites n'ont pas d'effet. Donc ça veut dire qu'il est en mode parler de la défaite, ça a un effet, mais la défaite effective, elle n'en a pas. Ah bon, mais 180 sièges, comprends pas. Plus tard. Genre, si je dis que les gens, ça les déprime pas de perdre, ils vont pas déprimer en perdant. Le vrai problème... si ça les déprime, mais c'est pas une fin en soi. Moi, je trouve que c'est pas grave de le dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai problème qu'on a avec cette vidéo, c'est pas par rapport à ce qu'il dit. En soi, moi, je suis plutôt d'accord. Le vrai problème, c'est que ces exemples n'ont aucun sens. Il s'attaque aux mauvaises personnes. Du coup, son analyse, elle est complètement stupide.
Ça ne fonctionne pas. Tu sais, tu fais le début de la vidéo où il dit les sondages, la télé nous conditionne à croire que la gauche est perdue et ça peut créer du OK, tu vois. Mais à partir du moment où il prend un extrait des streamers qu'il aime pas pour dire regardez, c'est à cause de ça, ce n'est plus de l'analyse politique, c'est juste du clash bébête et c'est tout. Mais parce que son hypothèse, c'est que comme les ricains, faut faire du clash pour récupérer les communes, que les gens vont regarder la vidéo en réact sur Twitch et que ça va lui créer une commune. Il faut gagner le clash. Et en plus, il l'a dit, il l'avait dit, tu te rappelles, Pazu, il avait Pookie. Il avait dit ça à Pazu qu'il allait créer des clashs avec les gros influenceurs pour péter. Oui, mais en fait, le problème, c'est que tu vois, c'est comme dans le MMA, c'est que tout le monde est en mode, si je bats Conor McGregor, je deviens le nouveau Conor McGregor. Le problème, c'est qu'il y a combien de Nohan qui prennent une droite par Conor McGregor, voire même par un mec qui est top 25 UFC, et que du coup tout le monde oublie. Moi je suis d'accord que le clash ça peut te permettre de gagner de l'audience, mais encore faut-il gagner ton clash. Si t'es nul et que tu sais pas te battre, frère, tu vas juste être ce gars-là, tu vas être en mode encore un plombier quoi. Bizarre, Orteg Balmulch peut pas avoir de vrai avis. Mais si, on dit pas qu'il a pas un vrai avis, on dit qu'il est mauvais. Mais on dit que l'avis, en plus l'avis de fond, on dit pas qu'il a pas un vrai avis. Mais les exemples sont il passe sur un sujet assez intéressant. Il a passé 25 minutes à régler des comptes avec des streamers qui. Ah oui. Attends, gros, il y a un autre. Avec lui, c'est une dinguerie. Attends, spoiler alert, il y a un nouveau message pour dire à plus de haut pollué. Qui disent qu'il s'en va lui aussi. Quel ennui ce live. Argument d'autorité, sophisme de la pente glissante, homme de paille. Je pense que votre public mérite mieux que des analyses bâclées, basées sur l'émotion dans l'unique but de paraître supérieur. Il est temps de penser une vraie alternative au capital, de penser l'économie et la garantie des besoins vitaux. Ce que je vais faire, à plus. Frère, la commu, elle est exceptionnelle. Hein. En fait, je suis désolé, les gens, il y a un petit côté lolco dans tout ça, mais ça me fascine. Premier degré, ça me fascine. Il y a un truc un peu beau quand même là-dedans. Arrivé à un certain stade, le défaitisme devient une véritable idéologie, une croyance qui peut résister à tout ce qui se passe dans la réalité, rendant ses adeptes aveugles à toute évolution positive autour d'eux. Mais attention, il y a encore bien pire. Pire que tout est foutu donc j'ai besoin de rien faire, je vous présente le stade encore au-dessus. Tout est foutu, mais c'est une bonne chose en fait. Oui. On aimerait bien avoir Marine Le Pen première ministre. Kali. Oh, Kali. Après Kali, nous-mêmes, Kali, on est là, l'accélérationniste. Non, mais après, moi j'en ai pas. Oui, non, mais après, on se moque de lui, mais c'est pas vrai. En fait, en plus, parce que je sais pas si cette take-là marrant, Kali, il a eu une take où il était en mode, quitte à être baisé, il était saoulé, il était en mode, quitte à être baisé par Marine Le Pen, autant la voir maintenant et après on est débarrassé. Oui, qui n'était pas une phrase en mode, Marine Le Pen va nous permettre, parce qu'en fait, les accélérationnistes, leur take, c'est de dire, il faut qu'il soit au pouvoir pour montrer que c'est nul et pour pouvoir enfin vraiment lutter contre, etc. Alors que Kali, c'était vraiment en mode c'est vas-y qu'on s'en débarrasse, j'en peux plus. Oui, genre c'est un appel à la souffrance en fait là, c'est de la pure self-hate. Faut rappeler en plus que ce sont des lives quoi, des gens qui prennent un micro, qui discutent avec leur communauté en mode café du commerce. On n'est pas sur Jean-Luc Mélenchon qui fait un discours devant 2 millions de personnes à 3 semaines des élections. Ça n'a rien à voir. Non, mais gros, il a réussi. Il prend Kali sous filtre cagoule sur YouTube. Gros. Laissez les gens. On en est là, gros. Être con sur Internet, 5 minutes, ça fait partie du plaisir. Et c'est un avis de merde. Mais moi, je trouve que c'est un immense avis de merde. Moi, je le trouve extrêmement dangereux, mais l'accélérationnisme, nous, on l'a toujours immensément critiqué. Oui, on a toujours dit que c'était de la merde. Plus l'extrême droite s'installe, plus elle s'installe dans les esprits, dans la société, plus c'est difficile de s'en débarrasser. C'est la pire idée de croire que ce serait un shortcut quoi. De toute façon, les pires choses arriveront, donc autant qu'elles arrivent plus tôt que plus tard. Au moins, on pourra reconstruire derrière, blablabla. Et il n'est pas le seul à avoir eu des propos accélérationnistes. Après, vous êtes en panique pour les européennes? Moi, je suis pas non plus trop. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je sais qu'on va perdre de toute façon. Après, je sais pas, c'est quoi le pire? Gros score du RN ou gros score de Macron? À choisir, je sais pas. Hein. Ils disent c'est pire le RN. Ouais, ces derniers temps, les gens qui disaient ouais, c'est la même chose et tout. Ouais. Ils ont de plus en plus raison, hein, ouais. De vrai. Hein. Mais plus en plus, non, mais plus en plus, je suis en mode. Si c'est le RN, les gens, ils vont peut-être moins oser parce qu'il y aura une opposition, genre, tu vois. Ouais. Ici, c'est à peu près. Waouh! Ce grand moment de pensée politique. De discours structuré. On est d'accord qu'en plus je suis même pas convaincu par la vie d'Ouissam. T'as 2 potes en mode ça se voit que je suis pas convaincu. C'est vraiment le café du commerce là. Allô? Gros, on est en train de parler et il me dit, je suis là, il propose des trucs stupides, frère. Genre, il t'a dit, attends, imagine, on met une droite à Bardella. Mais surtout qu'on fait le jeu de tu préfères entre Macron et Le Pen. On est en mode c'est que de la merde, c'est quoi le pire? Ouais.
Genre, attends, non, mais. C'est pas de la. Extrême, par rapport à Kali, qui a vraiment eu. Kali sous cagoule, qui moi je suis à moitié extirpationniste. Autant qu'Eli là, je suis d'accord. Après le même schéma. Quitte à ce que la gauche perde, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir l'extrême droite en tête? Oui, c'est complètement irrationnel et même dangereux. Mais c'est un avis c'est même pas ce qu'on dit. Mais non, c'est juste une réflexion comme ça, en se disant ah, si ça arrivait, est-ce que ça serait pas mieux? Ah ouais, pas forcément. C'est juste. Oh! Il y a une continuité entre le défaitisme, accélérationnisme et favoriser l'extrême droite. C'est un des plus gros dangers du défaitisme. Moi, ça, je suis d'accord sur les accélérationnistes, même sur les défaitistes, tous ceux, même les abstentionnistes, en mode ça sert à rien. Rappelle-toi que 2022, ça a été pour dans la tête de beaucoup de gens, notre clash avec Antoine Goya, notamment Wissam Antoine Goya, sur la question du vote. Mais ça, jamais, tu sais, en plus, Bad Mulch, il pourrait un peu. S'il avait un esprit critique de rationalité. Et genre, il pourrait dire, je suis obligé de reconnaître qu'il y a tout ce contenu-là qui va à l'inverse de ce que je dis, mais dans ces tu sais, genre, avec sa manière dans ces moments-là, c'est quand même désastreux. Comment, alors que des fois ils disent des trucs bien, pourquoi des fois ils sont nuls? Il pourrait au moins dire ça, mais genre, le mec est tellement en somme et en hate de mauvaise foi qu'il prend des extraits où Wissam me dit tu préfères quoi, Macron ou RN? Est-ce que RN ça ne la grille pas? Et moi qui fais ouais. Et ça, pour genre, gros, on en est là au niveau de la vidéo de Wissam qui a fait 100 000 vues où il a clashé Antoine Goya en lui disant qu'il fallait voter et que tous ces arguments que ça servait à. Gros, les dizaines d'heures de contenu où on est dans insoumis, il a trouvé un échange de Wissam et moi en défaite. Sous par exemple, pendant la dissolution, on a vraiment même quasiment jamais eu de discours dooming, tu sais. Je pense qu'aussi, justement, le fait que, entre guillemets, on a un peu plus, on sait que quand on fait des émissions comme ça, elles sont un peu plus regardées et tout. On est moins dans le truc du live où les 23h, on est 2000, on peut un peu se permettre, tu vois. Stratégiquement, ça sert à quoi de dire ça avant l'élection? Je ne crois plus du tout à la possibilité d'une solution électorale de sortie à froid, disons, du néolibéralisme, tout simplement parce qu'en face, tout sera refusé et tous les moyens seront déployés pour s'opposer à la moindre transformation. Mélenchon, il se retrouve au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement est torché en 2 semaines. Et encore, estimation large, c'est le haut de la fourchette, hein, optimiste. Les forces les plus colossales du capitalisme se déchaîneraient contre lui. Le taux d'intérêt vous sabote instantanément tous vos efforts de politique économique. Ce serait une tempête spéculative dont on ne peut même pas imaginer la force. On ne contemple pas ce genre de perspective sans un certain tremblement, n'est-ce pas? Alors, je ne dis pas que tout ce qu'il dit est faux. C'est vrai qu'en cas de victoire de la gauche, les forces du statu quo, les puissances économiques installées, feront tout pour défendre leurs intérêts perçus. Mais est-ce que c'est stratégique de parler de ça avant l'élection? Je veux dire, est-ce que les gens qui l'entendent dire ça peuvent faire quelque chose avec cette information? Est-ce que quelqu'un... Mais après, en fait, il oublie qu'il y a des contextes. Je pense que Lordon, il sait qu'il s'adresse à des gens de gauche et qui sont dans une réflexion théorique, militante, de comment ça pourrait se passer, des modes d'action. T'es même pas obligé d'être full d'accord avec lui, tu vois. Comme quand... Avant l'élection en février 2020, oui, hein. Non mais c'est grave. Hein. Non mais oui, c'est... bref. Donc pour résumer, on a d'un côté les médias mainstream qui utilisent les sondages, la désunion et le « il n'y a pas d'alternative » pour faire croire que la défaite est assurée, et de l'autre côté, beaucoup d'influenceurs et de médias qui répètent un discours tout aussi néfaste pour la mobilisation. Il aurait fallu que beaucoup plus de gens débunkent les conclusions erronées de ces médias mainstream et montrent aux gens qu'une victoire de la gauche était possible, au lieu de le nier. La gauche était puissante en 2022, pas faible. Elle est encore plus puissante aujourd'hui, malgré ce qu'essaye de vous faire croire Léa Salamé. La gauche va mal. La gauche, elle est très faible, elle a jamais été aussi faible. Je pense que beaucoup de gens sont tombés dans cette impuissance apprise, tant redoutée. Lutter contre celle-ci est une priorité absolue aujourd'hui, si vous êtes en faveur d'une victoire de la gauche. Pour faire gagner le peuple, Je suis d'accord. Du coup, pourquoi tu nous attaques? Pourquoi tu nous attaques? C'est notre taf. Voilà le deuxième problème majeur qui a conduit à la défaite du peuple en 2022. Oh, y a putain, 6 épisodes. Non, moi c'est bon. Ça y est, je drop, gros, c'est bon. Et d'ailleurs, vous pensez qu'il y a plus ou moins de chances d'avoir de l'abstention quand il y a du défaitisme? Ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode. Allez, à plus. Encore? À l'abstentionnisme? Il va pas nous traiter. Attends, c'est 6 épisodes. C'est 6 épisodes sur le défaitisme. Un live, il avait pris, je me rappelle, il avait pris un clip de moi où je disais « Oh, je redeviens abstentionniste, c'est bon ». J'avais dit ça. Ah oui. Et il s'était énervé 3 heures parce que j'ai fait cette blague. Gros, c'est... En mode, il y a le PS, je redeviens abstentionniste, c'est bon. Gros, on en rigole, mais quel harceleur. Hein. C'est de la folie. Hein. Genre, c'est vraiment des méthodes de harceleur, gros, à un tiers. Genre. Après, on s'en bat les couilles, hein, c'est des combats politiques, mais genre vraiment, genre, c'est de la folie. Hein.